Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été un pionnier d'une restauration qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Vous avez choisi d'être un homme de goût plutôt que d'argent, dans tous les sens du terme. Vous le racontez dans un livre à votre image, donc un livre de qualité. Bonjour Alain Cogent. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai qu'on connaît votre nom, les restaurants Cogent, tout le monde les connaît, mais on ne connaît pas votre vie finalement. Et votre vie, vous la racontez dans un livre, Nourriture céleste, l'éveil d'un pionnier de la restauration. C'est publié aux éditions Mama. Et donc aujourd'hui, on va mieux vous connaître à travers votre parcours, car vous avez un parcours étonnant. Alors, ce parcours, on va l'évoquer à travers des dates clés, d'accord ? Okay. La première, elle ne vous correspond pas exactement, mais elle est importante pour vous. C'est le 21 juillet 1969. Écoutez. Le premier pas de l'homme sur la Lune, et ça vous a marqué, Alain Cogent. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je me souviens, on était à la maison avec mes parents, mon frère, ma sœur, et on regardait l'écran de télévision dans la salle à manger, dans le salon, noir et blanc. Et c'est marrant que vous parliez de ça, parce que je m'attendais pas à cette question, enfin ce point. Effectivement, je regardais comme eux. Oui, c'était un événement majeur. Et en même temps, ce que j'ai écrit dans le livre, je me disais, mais oui, c'est important, mais en même temps, à quoi bon tout ça ? Tant qu'il y a des gens qui meurent de faim, j'étais tout jeune, je devais avoir 7 ans. Mais je me souviens que je m'étais dit, oui, c'est super, mais à quoi bon tout ce truc si c'est pas adapté, enfin c'est pas le moment de faire ça. Voilà, c'est encore moins le moment aujourd'hui. Oui, et encore moins le moment aujourd'hui, tout à fait. Il y a eu 600 millions de téléspectateurs, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le réseau pour l'Eurovision est tombé en panne la veille. Et au lieu de passer par New York, c'est passé par l'Indonésie, c'est passé par le Japon, l'océan Indien, mais ça c'est resté secret d'État. Ah oui, et beaucoup de stress pour ces gens-là, j'imagine. Voilà. Alors vous êtes né à Tolé, c'est en Bretagne, un petit village, qu'on appelle aussi Chicoloden, ça veut dire c'est la coiffe portée par les femmes de la région de Saint-Paul-de-Léon. Eh ben là, vous m'apprenez quelque chose. Et c'est vrai que c'est un petit coin, un petit village de Bretagne. Oui, c'est un petit village qui est à 7 km de Morlaix. Oui. Donc la ville est Morlaix, c'est un village de 2500, 3000 habitants à peu près. Et ce qui vous fascinait là-bas, Alain Cogent, je crois que c'était les brins d'herbe. J'aimais la nature, pas spécialement les brins d'herbe, mais c'est vrai que je passais beaucoup de temps dans le jardin. Plutôt qu'à réviser mes cours, j'étais dans le jardin. J'aimais être dans le jardin. Et effectivement, je me mettais sur la pelouse avec mon chat, très souple, que j'adorais. Et oui, je passais beaucoup de temps dans le jardin. J'adorais la nature. Et il y avait aussi l'ordre établi des feuilles qui vous fascinait. Oui, absolument. Et même sur un brin d'herbe, d'ailleurs, il y a comme une petite pyramide à l'arrière d'une feuille. Oui, ça m'intriguait. Je trouvais ça beau, bien construit, comme des voûtes en fait. Sur chaque brin d'herbe, il y avait comme une petite voûte à l'arrière qui maintenait l'herbe. C'est tout petit, c'est micro, mais c'est pas que ça m'intriguait, je trouvais ça simplement beau. Un symbole de la vie en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Et puis vous faisiez collection de pierres, je crois que la première c'était la tourmaline. La tourmaline. Ah tiens, c'est marrant parce que j'ai pas fait exprès, mais j'en ai une dans ma poche, vous voyez, c'est marrant. Hein. Et pourquoi des collections de pierres ? Qu'est-ce que c'est la tourmaline ? J'ai adoré, ça a été ma première passion, les minéraux. J'ai aimé les pierres, ça me parlait. C'est une passion qui ne m'a vraiment jamais quitté, mais c'est surtout pendant mon enfance et mon adolescence que je collectionnais les pierres. J'étais passionné par ça. Je trouvais que je voyais, ça paraît prétentieux de dire, je voyais tout dans les pierres, mais ça me parlait tout simplement. C'était encore la vie. Oui, c'est la vie, oui. Et puis vous aviez toujours une petite tourmaline dans la poche. Vous aviez une autre passion, vous lisiez peu, mais vous aviez une passion pour le capitaine Haddock, je crois. Oui, en fait, c'était mon personnage préféré dans Tintin. J'ai voyagé avec Tintin quand j'étais petit. Ah bon ? Vous savez, oui, j'adorais Tintin, j'adore encore Tintin. Et je dirais mes premiers voyages, c'est en lisant Tintin, bien sûr. Et j'adorais le capitaine Haddock. Oui, qui est né pour un album, au départ, Le Crabe aux pinces d'or. Oui, absolument. Le modèle, c'était un commandant de navire qui n'aimait pas la mer et qui noyait sa phobie dans le whisky, qu'Hergé avait rencontré. Et il s'appelle Haddock, parce que Hergé adorait le poisson, le haddock. D'accord, j'ai appris quelque chose. Alors, l'école, justement, je crois que ça a été un calvaire pour vous, Alain Cogent.
Oui, on peut le dire, je peux le dire. Oui, ça a été oui, l'école a été un calvaire. En tout cas, j'aimais bien l'école en ce sens où j'avais mes copains. Oui. Mais non, j'étais pas un bon élève, pas un très bon élève, même pas un bon élève. Ça vous intéressait pas? Ça m'intéressait pas, j'avais aucun intérêt, j'y trouvais aucun intérêt, à part voir mes copains. Ça, c'était important pour moi, mais non, ça me barbait. Pour moi, il y avait la sonnerie, ça y est, je revivais, mais l'école, c'est pas un bon souvenir. Si, il y a quand même une chose, vous avez réussi à truquer vos bulletins scolaires. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je l'ai mis dans le bouquin parce que, comment dire, avec mon père, comment dire, là, tout était basé sur les bulletins scolaires. Oui, tout était basé sur, non, pas de chance. Tout était basé là-dessus et vous savez, ça doit être encore comme ça peut-être maintenant, c'était tous les trimestres. Oui. Et comme j'avais pas de bons bulletins, un mauvais bulletin, c'était un trimestre difficile pour moi. Oui. Pas une bonne ambiance ou. Donc il y en avait beaucoup, oui. Et ben voilà, donc mon enfance et je dirais même mon adolescence, en fait, début d'adolescence, c'était des bulletins qui n'étaient pas bons, pas ultra mauvais, mais pas des bons bulletins. Et vous aviez réussi à voler du papier vierge. Oui, j'avais volé ça. Oui, c'est vrai. À la directrice de l'école à Morlaix, une boîte d'imprimés vierges et son tampon. Très important. Et voilà, bon, c'est vrai que je falsifiais mes bulletins et ceux de mes copains. Et votre père s'en est un jour aperçu, je crois. Il s'est pas aperçu de ça. Non, d'autres choses, mais ça, il s'est pas aperçu. Il a piqué une colère en disant on va l'envoyer au régiment. Oui, c'était pour parce que la directrice de l'école l'avait appelé au téléphone. Enfin, oui, bref. Oui. Bon, c'était pas brillant. Alors, il y a aussi une chose, c'est que vous n'aimiez pas l'école parce que il y avait une sorte vous êtes pour l'entraide et à l'école il n'y a pas d'entraide, c'est chacun pour soi. Disons que sur l'école, il y a plusieurs choses que je n'aimais pas, notamment je n'aime pas, on peut dire, c'est le système de classement. Je trouve ça affreux. Quand on était tout petit, devait être 32 ou je crois 32 dans la classe, et c'était 32. Enfin, c'était du premier jusqu'au dernier, et plus on allait vers le dernier. C'était une copine qui était dernière tout le temps. Je trouve ça abominable pour les enfants. Je trouvais ça affreux de classer. C'est depuis que j'aime pas les classements, en fait. Et à la télévision, les classements, vous les détestez. Oui, c'est vrai que j'ai du mal, pourtant Dieu sait comme il y a des émissions de télé sur les classements, du 8e, 7e, 5e, puis on arrive au premier. Oui, j'ai toujours eu du mal avec les classements. Je me dis le 2e, le 5e est sûrement aussi bon, aussi gentil, aussi méritant que le premier, donc je trouve dur les classements. J'ai jamais aimé ça. Et le seul qui réussit son coup dans ce domaine-là, c'est Jacques Martin avec l'École des fans. Ah oui, je m'en souviens. Et cette émission, il avait vu une émission de télévision au Japon qui était l'École des fans, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de le faire en France. Mais bonne idée, parce qu'effectivement, tout le monde était gagnant, tout le monde était heureux, il n'y avait pas de pleurs ou de stress pour les gamins. Vous aviez aussi un professeur d'anglais qui, aujourd'hui, je pense, aurait quelques ennuis avec les réseaux sociaux, Alain Cogent. Oui, oui. J'en ai parlé dans le livre, parce que dans le livre, en fait, j'ai parlé des moments importants, et quand j'étais enfant et préado, on va dire, j'avais un prof d'anglais qui était une terreur à Morlaix, à l'école à Morlaix. C'était une vraie terreur, on était tous, même plus que stressés, on tremblait devant lui. On tremblait totalement, il était violent, il était dur, puis il nous balançait dans le meilleur des cas, c'était un stylo, c'était un livre en pleine figure. Il était très très nerveux. Aujourd'hui, ce ne serait pas admissible. Ah ben non, dans les 5 minutes, il ferait 1 heure de cours. Mais là, pendant des années, il a vraiment, au sens propre du terme, terrorisé des enfants, et sur 2 générations. Et tout le monde en parle encore, et ça fait 40 ou 50 ans. Oui, et vous lui avez joué un bon tour, vous avez peint sa voiture en rose un jour. Oui. Bon, je n'ai pas en être fier, mais j'avais 14 ou 15 ans, et avec un de mes amis, Marc, on a utilisé de la peinture à l'eau. Voilà. Heureusement, parce qu'on s'est fait attraper. Et le commissaire, je crois, en apprenant ça, a beaucoup ri. C'est ça, oui. Figurez-vous que je ne m'attendais pas à ça, mais on s'est fait attraper. Oui. Alors que on ne s'est pas très fait prendre sur le fait, mais 2 semaines après, pouf. On se fait prendre. Et ma mère est venue au commissariat, donc évidemment toute gênée.
Et le père de mon ami Marc est venu aussi. Et oui, il s'est passé, c'est pour ça que je vais parler dans le livre, il s'est passé un moment assez incroyable. C'est que le commissaire me dit, bon, je vais me prendre un savon, même plus que ça, j'avais peur en fait. J'avais vraiment très peur. Et quand le commissaire nous reçoit, il commence à se marrer, je me dis, c'est pas possible, il va pas rire. Et ça a été un fou rire incontrôlable entre lui et le père de mon ami, Marc. Et vous en êtes sorti comme ça avec... Oui, une engueulade, et plus le commissaire rigolait, plus le père de mon ami rigolait, ma mère arrivait à ne pas rire, mais plus il rigolait, plus le prof d'anglais devenait rouge comme une tomate et s'énervait, et plus il s'énervait, plus ça rigolait. Donc c'était assez surréaliste. Mais j'ai compris que ça n'allait pas aller très loin. Et c'était de la peinture à l'eau. Bon. Oui, remarquez, Dario Moreno aurait adoré ça. Il avait des voitures jaunes, oranges ou autres. Il aurait gardé votre peinture sans problème. Et puis il y a votre oncle Germain aussi, qui a eu de l'importance, parce que finalement, vous avez découvert les gâteaux avec lui. Oui. Germain, c'était mon grand-oncle que j'aimais beaucoup. Oui. J'aimais beaucoup. Il est parti il y a 4-5 ans, et on était très proches. Donc je devais avoir... Quand il est parti, il avait 80, j'avais donc 55, je crois, et on était comme deux copains. Et il faisait des gâteaux? Oui, il était pâtissier. Et ça vous passionnait déjà? C'est pas que j'ai pas eu une passion pour les gâteaux. Il se trouve qu'après, j'ai lancé un atelier de pâtisserie, mais plus c'est une idée qui m'est venue comme ça, c'était pas la passion du gâteau à la base. Et puis, il y a eu quand même beaucoup d'autres choses, et on va continuer à évoquer votre parcours à travers une autre date, le 24 mars 1971. A tout de suite sur Sud Radio avec Alain Cogent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Cogent. Il y a ce livre aux éditions Mama, Nourriture céleste, l'éveil d'un pionnier de la restauration. On va expliquer pourquoi vous êtes un pionnier, mais on revient à une date importante pour vous. Vous ne la connaissez peut-être pas, le 24 mars 1971, c'est la sortie de cet album. Ça, c'est l'histoire. Melody Nelson. Car je crois, Alain Cogent, que vous êtes un inconditionnel de Mélanie Nelson et Serge Gainsbourg. Oui. J'ai été vraiment très très fan de Gainsbourg. Vraiment, oui. Et un jour, vous l'avez rencontré? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. Une première fois, une soirée, j'ai été invité, et puis on avait sympathisé. On avait bu quelques verres. Oui, avec lui, c'est normal. Oui. Et je l'ai revu une deuxième fois, enfin la fois suivante, l'épisode dont je parle dans le livre, et ça a été un moment fort, effectivement. Vous avez fini en prison avec lui? Oui, enfin en prison, on était derrière les barreaux, mais on n'avait pas été arrêtés, loin de là. Au contraire, on avait été invités à boire c'était du champagne. Derrière, on s'est mis assis sur une banquette de prison, derrière les barreaux. Mais comment ça s'est fait? En fait, on avait été dans un bar, de mémoire, il s'appelait Crème de Banane, je me souviens, près des Halles, tout près des Halles, et en sortant, après avoir bu quelques verres, Serge sort, son chauffeur aussi, moi aussi, on sort, et il a eu l'idée de brancher le flic qui faisait le gardien, à l'entrée du commissariat. On lui parle, on avait bu quelques verres, et puis il rentre dans le commissariat, moi aussi, et le chauffeur aussi, et j'étais un peu surpris, mais on avait bu quelques verres. Et les flics, là, étaient très contents de le voir. Ils nous ont tout de suite invités à boire des verres. Ils sont partis, un des flics est parti dans ce fameux bar chercher des bouteilles de champagne. Je l'ai vu revenir avec un sac poubelle, vous savez, les sacs poubelles noirs, comme dans les restos, là, et rempli de bouteilles. Et on les a toutes bues. Voilà. Et c'était un super moment. Ça m'a marqué. Moi, je me souviens de Gainsbourg à la sortie d'une discothèque Élysée-Matignon. Il interpellait le quart de police qui le ramenait chez lui. Je suis un jour monté dedans, il était allé rue de Verneuil parce qu'il avait une maison, un hôtel particulier tout noir qui est en train d'être réhabilité. Et il se mettait au piano à 2h du matin et il composait ivre-mort ses plus belles chansons. Alors, il travaillait énormément aussi, et vous avez aussi beaucoup travaillé. Et curieusement, Alain Cogent, l'élève qui travaillait peu est devenu, avec les boulots d'été, quelqu'un qui a travaillé beaucoup. Oui, c'est vrai. Autant à l'école, j'ai pas fait grand-chose. Autant, dès que je pouvais travailler l'été, par exemple, à partir de 14 ans, 14 ans, je crois bien, je travaillais le mois de juillet et le mois d'août. Pour moi, l'été, c'était le moment de travailler. Voilà.
L'école, on s'en foutait, mais le travail d'été... Oui, j'ai toujours aimé travailler, en fait. Ça se passait à Carantec. Oui, mes parents avaient une maison à Carantec, oui. Et il faut savoir que c'est une ancienne station balnéaire et que De Gaulle et sa famille ont séjourné souvent à Carantec. Et quand elle est partie à Londres, Madame De Gaulle, elle est partie de Carantec en juin 40. Je ne sais pas si vous le savez. Non, je savais que Charles de Gaulle était passé, mais au moment de en 40, je ne savais pas. C'était venu en vacances. Le 18 juin 40, elle est partie à Londres de Carantec. D'accord, Voilà. Dis donc, j'ai encore appris un truc. Alors, à cette époque-là, vos travaux d'été, c'est vendre des fruits et des légumes dans les campings. Vous découvrez la vente, Alain Cochon. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'avais un patron que j'adorais, Jean Cabon. Et je travaillais pour cet homme-là que j'aimais beaucoup, qui vendait des fruits et légumes dans un magasin. Et l'été, je lui avais proposé d'agrandir, d'augmenter la vente, si je puis dire, en allant directement dans des endroits, les campings, Ce qui ne se faisait pas à l'époque. Non, il allait me dire, on fonctionnait très bien ensemble, et il me dit, ok, je lui dis, mais il me faudrait un camion. Oui. Un peu surpris, il me dit, ok. Et juillet-août, je circulais avec mon camion dans les campings, dans les lotissements, etc. Et je vendais mes fruits et légumes. Et c'était des rushs comme dans vos restaurants plus tard? Alors moins violent, parce que dans les restaurants, il y a eu vraiment ce qu'on appelle des rushs, effectivement, des coups de feu très, très intenses. Mais c'était sympa, j'adorais. J'étais libre et je bossais dur, mais j'adorais ça. Et puis à l'époque, votre ambition, c'est de devenir clerc de notaire. Vous avez fait pourquoi des études de notaire, Alain Cochon? Alors c'était pas mon ambition du tout. Ouais. Mon père des choses au clair. Voilà. Il se trouve que mon père était notaire. J'ai fait j'oserais dire, j'ai fait ça un peu pour calmer les esprits à un moment donné, quoi. Voilà. Mais je n'étais pas passionné par le notariat. Vous avez obtenu votre diplôme quand même? Oui, de premier clerc, oui. Et vous êtes allé travailler à Paris, et là, ça a été un cauchemar aussi. Mon expérience dans le notariat n'était pas très agréable. C'était la caricature d'une vieille étude avec un vieux notaire d'un autre siècle, d'un autre temps. C'était 2 siècles en arrière et c'était pas très fun. Oui, c'est-à-dire qu'on défilait tous les soirs avec les parapheurs. Oui, dans un silence religieux, chacun... on frappait à la porte et puis on arrivait avec le parapheur et puis devant le notaire qui signait tous les courriers dans un silence. Oui, c'était 2-3 siècles en arrière, c'était très étonnant. Mais en même temps, il avait trouvé une astuce, car vous commenciez à une heure bien précise, c'était le moment où l'âge légal changeait. Oui, parce que c'est vrai. C'était à l'époque où on passait aux 39 heures au lieu de 40 heures et... au lieu de nous faire partir 1 heure plus tôt le vendredi, ils nous faisaient venir à 8h42 le matin. Oui. Et je me souviens, je n'avais pas compris au début, je me dis, c'est bizarre, 8h42. Oui, ça fait 1 heure. Pour le vendredi soir, c'est 18h, non pas 17h. Donc c'était nul. C'était nul, mais surtout enfin ça... qu'on compte pas nos heures, mais l'idée était nulle. Et puis vous avez connu un cauchemar étonnant, c'est le LSD. Vous vous êtes mis au LSD, Alain Cochon. Pourquoi? Alors, tiens, voilà. C'était tout sauf un cauchemar. Oui. C'était pas vraiment un cauchemar, c'était l'inverse. C'est l'année de mes 20 ans, donc ça remonte ça fait plus de 40 ans. J'avais lu sur le LSD, comment vous dire, c'était une recherche, j'oserais dire plus spirituelle qu'autre chose. J'avais beaucoup lu sur le LSD, ça m'intriguait. Je me dis, tiens, il y a un autre monde que celui dans lequel on vit. Et j'ai fait effectivement cette expérience à 20 ans. Et ça a été tout sauf un cauchemar. Dans ma vie, il y a eu avant et après. C'est-à-dire? J'ai compris qu'il y avait autre chose que le monde dans lequel on vivait. Ça m'a ouvert l'esprit. Mais c'est dangereux quand même, le LSD. Alors comment dire? À l'époque, vous savez, à l'époque, ces années 70, moi c'était un peu plus tard, mais oui, c'était la drogue hippie, on va dire, dont Timothy Leary avait fait l'apologie. Effectivement, dans les années hippies, les années 70, les gens, des millions d'Américains et même occidentaux avaient pris du LSD. C'est une drogue qui, on peut dire, ouvrait la conscience. C'est vrai, définitivement.
Et ça m'avait intrigué, j'ai fait l'expérience, et ça a été gigantesque pour moi. Il y a eu avant et après dans ma vie, ça m'a ouvert l'esprit. Il suffit d'en prendre une fois. Alors il se trouve que, parce que vous parlez du LSD, c'est marrant parce que c'était il y a 40 ans, et c'est né, enfin c'est un chimiste allemand, Albert Hofmann, qui l'avait découvert en 1939, mais c'est aux États-Unis dont on a fait l'apologie, Timothy Leary notamment. Et il se trouve que c'était à l'époque de la guerre du Vietnam, Nixon avait déclaré il avait fait la guerre à cette drogue entre guillemets et à celui qui en faisait l'apologie, Timothy Leary. Mais il se trouve que il y a quelque temps, là j'ai vu dans des reportages et j'ai lu que en fait le LSD à la base avait été inventé et il a même été prescrit au tout début pour lutter contre la maladie de la dépression. Bref, et Tom Nixon, enfin toutes les autorités ont interdit le LSD bien sûr, et toute expérience sur le LSD, il se trouve que 40 ans, enfin même beaucoup plus, années plus tard, les États-Unis, l'Europe et la Suisse notamment étudient, mais là, comment dirais-je, sous contrôle médical, et ils proposent ce qu'on appelle le microdosing. C'est à peine 5% d'une dose de LSD et ça guérit de manière remarquable des dépressions. Bien sûr, il ne faut pas prendre à l'aveuglette cette substance, bien sûr, mais de plus en plus, on parle de microdosing. Ça peut aider à lutter contre la dépression, la schizophrénie, des addictions, etc. Donc, il y a un intérêt croissant en ce moment, médical, scientifique, sur le LSD. Voilà. 40 ans plus tard. Vous avez arrêté très vite ensuite. Ah, mais une expérience suffit. Voilà, oui. Et il se trouve qu'il y a absolument zéro addiction. Bon, évidemment. Vous avez fait beaucoup autre chose. Ouais. Vous avez été addict, mais au travail. Oui, j'étais davantage addict au travail qu'au LSD. Voilà. On va en parler avec une autre date, le 9 janvier 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Cogent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Cogent, son livre Nourriture céleste, l'éveil d'un pionnier de la restauration aux éditions Mama. Alors, 9 janvier 2004, j'ai trouvé cette date. Écoutez le générique, c'est votre première télé. C'est au programme, vous êtes dans l'émission de Sophie Davant sur les sandwichs, vous êtes tout intimidé. C'était première et dernière télé, j'ai pas fait de télé, ouais. Et j'étais terriblement stressé, terriblement. J'avais pas dormi de la nuit, donc je suis arrivé quasi en tremblant. Oui, j'avais pas dit non et j'avais accepté. J'étais terriblement stressé, je tremblais comme une feuille morte. Vous expliquez comment vous faites des sandwichs à la française, ce qui a surpris tout le monde à l'époque, car c'était nouveau, Alain Cogent. Alors le sandwich existait bien avant qu'on le lance, mais oui, on est sorti du jambon beurre, on va dire, voilà. Alors, il faut savoir que avant le sandwich, vous avez connu le McDo, car votre première expérience professionnelle, ça a été débarrasser les plateaux repas des McDo, Alain Cogent. Oui, j'ai démarré, on appelle ça équipier polyvalent, j'étais serveur. Parce qu'il fallait bien travailler. Il fallait bien travailler, j'avais quitté le notariat, j'avais pris ce petit job alimentaire, c'est le cas de le dire, et j'ai démarré effectivement serveur, mais j'ai bien aimé ce job et j'en parle effectivement du premier jour quand j'ai démarré. C'était l'ouverture d'un très gros McDo à La Défense et il y a très longtemps et je travaillais beaucoup, j'étais à fond, je débarrassais les plateaux, je nettoyais les tables, je nettoyais le sol, ce qu'on appelle le lobby. Et en plein rush, le directeur me fait signe, il me dit, tu viens, je vais le voir, j'ai un peu stressé, je me dis, qu'est-ce que j'ai pu faire? Il me dit, tu viendras me voir après le rush. Je dis, merde, qu'est-ce que j'ai pu faire? Et donc, j'étais à fond, donc je comprenais pas pourquoi il voulait me voir. Et après le rush, je vais le voir, et il me dit, chapeau. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi au lobby. J'étais très speed, j'adorais mon job, Et ce mot chapeau, c'est pour ça que j'en parle, comment on veut dire? Ça a tout déclenché. Ça m'a fait un bien fou. Je me dis, oh merde, je crois que c'est la première fois qu'on me fait un compliment. Et je revenais pas. Ah, il me dit, chapeau, j'avais 22 ans, je crois. J'étais très, très speed sur le terrain, le plus efficace possible. Et je me dis, tiens,
quelqu'un qui me reconnaît dans le travail, ça m'a fait du bien. Et à quelle époque vous êtes monté en grade jusqu'au siège? Oui, je suis 2 ans après, j'étais au siège de McDo, 2-3 ans après. Je suis devenu directeur d'un resto, de plusieurs restos, et puis j'ai intégré le siège social. Ouais. Voilà. Il faut savoir que le premier McDo, c'est un certain Patrick McDonald qui a ouvert un stand de hot dog à Arcadia en Californie en 1937. Ses 2 fils, Richard et Maurice, ont repris l'affaire. Ils se sont aperçus que les hamburgers, ça marchait. Et c'est comme ça qu'est né McDo, avec quelques restaurants, un peu comme vous, avec quelques restaurants au départ. Et le plus vieux existe encore à Downsey depuis 1953. Ah, dis donc. Alors, il se trouve qu'un jour, vous vous êtes dit, bah tiens, ça me donne une idée, et vous avez eu l'idée de créer des sandwicheries françaises avec des recherches très précises sur l'équilibre alimentaire. Et ça, c'était nouveau à l'époque, en l'an 2000, Alain Cogent. Oui, disons que... c'était plus un restaurant qu'une sandwicherie, même si on préparait des sandwichs. Oui. Et effectivement, à l'époque, maintenant il y a 22 ans, il y avait, pour la restauration du midi, il n'y avait pas trop le choix. C'était soit un hamburger, soit quelques sandwicheries, ou alors une entrecôte frite et un demi-brouillis. Il n'y avait pas vraiment d'alternative. Et on a lancé cette, on va dire, nouvelle restauration, mais sans vraiment qu'on le sache nous-mêmes. Vous avez choisi des produits frais, de qualité. C'était essentiel pour vous, parce que ça se faisait pas à l'époque. Oui, c'est pas parce que ça se faisait pas qu'on l'a fait, c'est parce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. C'était effectivement des produits ultra frais, des bons produits, des bonnes recettes. Et voilà, et là, c'était parti pour 20 ans à fond, là encore. Oui. Vous avez fait des recettes originales avec du salé et du sucré, ce qui n'existait pas. Oui, c'est vrai. Oui. Et puis vous avez mis au point des recettes de soupe. Je crois que vous êtes parti de 2 litres de soupe au départ, et vous en avez fait 1 tonne par jour ensuite. Oui. C'est Fred Maclair qui faisait mon ami associé Fred, qui faisait les recettes, qui a un talent incroyable. Oui, on travaillait comme si on préparait à manger, comme si on préparait pour 20 ou 30 personnes. C'était les mêmes méthodes. Et puis, il y a eu 100, 200, 300, 500, 1000 et 20 000. Mais c'était très artisanal. C'est resté artisanal. Et comment vous est venue l'idée, Alain Cogent, de faire cette restauration nouvelle formule? Alors, quand j'avais envie d'entreprendre, quand j'étais heureux chez McDo, j'étais heureux, mais j'ai eu envie d'entreprendre. Et quitte à entreprendre, évidemment, je voulais faire le mieux possible, les meilleurs produits, dans un environnement le plus gentil possible, des bons produits, des gens qui aiment leur métier, et voilà, c'était... Et la qualité, ça veut dire goûter aussi ce qui ne se faisait pas. Tout à fait, on goûtait, Fred et moi, on goûtait tout le temps, tous les jours, oui. Ça aussi, ça surprenait vos fournisseurs, parce qu'en général, ça n'existait pas. Oui, il y a un des fournisseurs, effectivement, qui nous avait dit ça, vous êtes les seuls à goûter à tout le temps. Et quand on goûtait, je me rappelle qu'il m'avait dit, dis donc, vous êtes les seuls à pas demander les 3 premiers prix. On s'en foutait totalement. On ne demandait pas les prix. On goûtait un produit et un fromage, par exemple, on pouvait goûter 10 variétés d'un même fromage et on disait, c'est celui-là qu'on veut. Jamais on demandait combien ça coûtait. Et après, il y avait un directeur achat, un acheteur qui faisait son job, qui achetait, mais le prix n'est jamais rentré en ligne de compte, pas une seule fois. Et puis Alain Cogent, il a fallu trouver un nom, et un jour vous avez écouté une chanson. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Les mots bleus de Christophe, vous connaissez. Alors ce qui est curieux, c'est que Jean-Michel Jarre a écrit les paroles, c'est son premier succès, et savez-vous qu'il lui a écrit en disant « Bienvenue au club », c'est Serge Gainsbourg. C'est étonnant. Tiens, je ne connaissais pas l'anecdote. Alors, il fallait trouver un nom. Vous êtes passé par tous les noms possibles et imaginables. Oui, j'avais imaginé des noms, forcément. Et à chaque fois que j'avais un nom en tête, j'allais à l'INPI. Oui. Il y avait Internet, n'existait pas où c'était les débuts. Et chaque fois, c'était 250 francs pour faire une recherche d'antériorité. Et tout était déposé. Puis j'ai un de mes bons amis, Guy, céramiste, qui m'avait dit un jour, j'allais le voir le dimanche matin, travaillait tout le temps, et dans son atelier de céramique, il me dit, j'ai un nom pour toi. Je lui dis, écoute, j'aimerais bien savoir lequel. Et il me dit mot pour mot, on dit bien on va manger chez Ducasse, maintenant on dira on va manger chez Cogent. Alors là, je lui dis, sûrement pas. Et finalement, j'ai déposé le nom 3 jours plus tard, et puis ça a fonctionné comme ça. Et il se trouve d'ailleurs que Annick Cogent,
et vient de la même région que vous. Est-ce que ça a un rapport? C'est ma sœur, oui. C'est votre sœur. Oui, oui. On l'a reçue dans l'émission voici quelques semaines. Je ne savais pas. Pour parler de son dernier livre. Vous voyez, que je ne savais pas. Okay. Alors, il se trouve aussi qu'il a fallu monter l'affaire et que les banques, ils vous en avaient fait 14 avant que ça marche. Oui. C'est la 14e, une filiale du Crédit Agricole, la Clasègle. Parce que personne n'y croyait. Ils étaient frileux, j'étais bien reçu, j'étais même très bien reçu à chaque fois, mais ça se terminait par un finalement non. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, je vais faire aller voir une autre banque. Et la 14e m'a dit, oui, j'étais pas en stress en fait, je perdais pas confiance, j'avais la foi. Et vous avez même vendu votre appartement pour avoir les fonds. Oui, enfin, j'ai vendu mon appartement, non pas pour avoir les fonds quelque part, mais pas pour le démarrage. J'ai vendu mon appartement pour rester majoritaire lors d'une augmentation de capital, plus exactement. Alors, l'important aussi, c'était vos collaborateurs, parce que dans les grandes entreprises, il y a une façon d'enrôler les gens. Ça n'a pas été du tout votre méthode, Alain Cogent. Alors, au niveau humain, je dis souvent, quand j'ai l'occasion de le dire, on a vécu un état de grâce. J'ai adoré, j'étais passionné par les salariés, j'ai aimé ce travail en équipe. Ça a été 20 ans de bonheur au niveau humain, ça a été 20 ans de bonheur. Il y avait une ambiance hors du commun. J'ai veillé à ça, je crois, 7 jours sur 7, du matin au soir. Je voulais que les gens soient heureux au travail et j'ai passé 20 ans c'était ma priorité numéro 1. C'est-à-dire quand un serveur faisait une bêtise, il ne s'agissait pas de l'engueuler. Ah non, j'ai jamais engueulé quelqu'un, bien évidemment. Combien de fois j'ai vu quelqu'un, je me rappelle d'un gamin qui avait fait tomber un jus de carotte juste à mes pieds, paf. Donc j'en avais partout et tout de suite je lui ai dit, oh là là, si tu savais le nombre de fois où j'ai fait tomber un jus de carotte. C'est tout bête, mais j'ai évidemment jamais engueulé. Je ne crois pas aux vertus de l'engueulade du tout. Du tout. Donc ça a été, oui, au niveau humain, ça a été magnifique. Ça a été une aventure, sincèrement, je pense, hors du commun. Et vous avez essayé d'embaucher ceux qui sortaient des grandes écoles et ça n'a pas marché du tout. J'ai fait sur plus de 8000 personnes, je crois que je l'ai fait une fois. Oui. Effectivement, la greffe prend pas forcément. Tous les gens, la promo se faisait toujours en interne. On faisait grandir les gens. Dans un serveur, c'est les serveurs qu'on faisait grandir. Dans nos sièges, il y avait, sauf des métiers où il faut une compétence, la compta par exemple, il faut une connaissance, les achats, il faut une connaissance, mais la plupart des gens, les directeurs de département, c'était des gens qui avaient démarré serveur comme moi. Qu'ils aient leur BEPC ou qu'ils aient fait HEC, je m'en foutais totalement. Et dans ce monde de réseaux sociaux où on n'arrête pas de s'insulter, vous vous dites, Alain Cogent, que la gentillesse est contagieuse. Oui, c'est vrai que je l'ai dit et je l'ai écrit. Oui, parce que on a démarré avec 2-3 serveurs et ils étaient adorables, gentils comme tout. On a grandi, un 5e, un 6e, un 10e, un 20e, un 100e. C'était que des gens gentils, adorables. C'était la gentillesse et la simplicité qui comptaient. Je me disais, on a un métier technique, c'est très technique. La technique, ça prend, la gentillesse, ça prend pas, la simplicité, ça prend pas. Mais la technique, ça s'apprend. Donc c'est pour ça les diplômes, je m'en foutais vraiment. Et le succès a été immédiat, Alain Cogent. Vos restaurants ont fait le plein tout de suite. Oui, alors le mot succès me fait toujours peur, il me faisait toujours peur et j'ai toujours du mal avec ce mot-là. Mais effectivement, dès qu'on a ouvert les portes, paf, il y a eu c'est une sorte de grâce qui fait que oui, c'était plein tout le temps. Et dès qu'on a ouvert les portes. Comment vous l'expliquiez ? Alors, je pense que les gens voyaient qu'on était sincères, les produits étaient bons, les serveurs étaient gentils, il y avait une très bonne ambiance, on voyait que c'était frais, on voyait qu'on faisait bien notre job. Et je pense que les clients le voyaient. Voilà. Et vous avez été copié dans toute la France, vos recettes comme vos magasins. Oui, il y a eu énormément énormément, effectivement, de copies dans tous les sens. Mais au début, ça m'énervait. Je me dis, merde, on passe du temps à faire des recettes, etc. Et en fait, je me dis, bon, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Mais on peut copier des produits, on peut pas forcément copier l'âme d'une maison. Et vous avez découvert l'univers des agents immobiliers, qui n'est pas celui, forcément, que raconte Stéphane Plaza à la télévision. Oui, j'ai connu, parce qu'il fallait trouver des sites, j'en ai signé 35 à Paris. Oui. Et donc, j'ai découvert le monde de l'immobilier. Mais j'ai rencontré des gens formidables. Je
Je retiens que les formidables, il y avait évidemment tout le monde est dans l'immobilier, c'est un milieu particulier, mais Oui. j'ai rencontré des gens vraiment bien. Vous avez donné 20 ans de votre vie à ces restaurants, Alain Cogent. Oui, vraiment. Jour et nuit. C'était, oui. Ça a été comme un sacerdoce pour moi, mais j'ai été heureux. J'ai vraiment été heureux. C'était humainement, ça a été des années absolument magnifiques pour moi. Et vous ne pensiez pas que ça marcherait comme ça? J'avais pas pensé que ça marcherait pas en même temps, mais en fait, j'avais pas fait de plan. C'était tous les jours un nouveau jour. J'avais pas un plan de développement. Voilà, j'avais jamais dit dans 5 ans on sera là, dans 10 ans on sera là, dans 20 ans. Non, c'était du travail quotidien avec les équipes. Voilà. Et ce travail quotidien, vous racontez dans un livre qu'on va évoquer à travers une autre date, le 27 avril 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Cogent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Cogent, donc 27 avril 2022, sortie de ce livre Nourriture céleste, l'éveil d'un pionnier de la restauration chez Mama Édition. Alors pourquoi avoir écrit un livre aujourd'hui, Alain Cogent? J'ai écrit ce livre déjà, je voulais rendre hommage à ma mère, que j'adorais plus que tout. Ma mère était une personne incroyable, hors du commun, d'une gentillesse incroyable, d'une générosité, d'une bonté, elle était vraiment extraordinaire de gentillesse, de bienveillance, de générosité, je l'ai connue d'une bonté absolue. Et qui vous a aidé dans bien des situations quand votre père était en colère. Oui, c'est vrai. Alors, il se trouve qu'elle nous a quittés en 2013, voilà. Mais que vous continuez à correspondre avec elle, c'est assez étonnant parce que vous avez rencontré non sans mal un médium qui a pu vous transmettre des informations. Racontez-moi. Alors ça. là, effectivement, j'adorais ma mère, c'était... Et en 2013, elle est partie devant mes yeux, un AVC, et... ça a été évidemment le moment le plus terrible, le plus abominable, le plus horrible de ma vie, affreux. Et de la voir s'éteindre devant moi, ça a été qu'elle disparaisse, qu'elle devienne plutôt invisible. Ça a été bon, vous imaginez bien. Le lendemain de l'enterrement en Bretagne, à Tollet, dans un petit village de Tollet, j'ai eu l'idée d'appeler effectivement un très grand médium. Un type incroyable. Je l'ai appelé, j'ai pas dit mon nom, j'ai rien dit, et je lui ai dit, pourrais-je avoir un rendez-vous avec vous, s'il vous plaît? Il me dit oui, pas de problème. Il me donne rendez-vous dans 1 an et demi. Je dis merde, c'est urgent. Mais oui, dans 1 an et demi. J'insiste encore, jusqu'au moment où je comprends que si j'insiste, il va raccrocher. Et j'ai attendu 1 an et demi. Et donc, il ne savait rien de moi, il savait pas si j'étais... restaurateur à Paris, ou taxi à Lyon, ou marin-pêcheur au l'île Vinette, ou coursier à Marseille, rien de moi. Et je me suis assis devant lui 1 an et demi plus tard, et il explique comment cela, entre guillemets, fonctionnait, et donc il explique un petit peu, il parle de clairaudience, de clairvoyance, et de médiumnité, de contact direct avec l'esprit. Et donc j'ai écouté ça, et tout d'un coup, il me regarde et il me dit « Ah, Marie-G est là, Marie-G est derrière ton épaule. » Je lui avais pas dit que ma mère était partie, qu'elle s'appelait Marie-Germaine, que son nom, peu de gens l'appelaient Marie-G, quelques personnes de la famille, je lui avais rien dit. Et tout d'un coup, Marie-G est là, derrière ton épaule, et il me demandait en plus de pas parler, c'est-à-dire il lançait pas des perches, comme peuvent le faire par exemple des mentalistes, lancer des perches et broder tout autour. Oui, mais les mentalistes, c'est un numéro de musical. Voilà, c'est du musical. Et Robert Houdin était le premier avec son fils à mettre au point le mentalisme. Voilà, le mentalisme, c'est du musical. Ouais. Et là, c'est le monde des esprits. Et il me dit ça, Marie-G derrière ton épaule, et tout d'un coup, au bout de quelques minutes, il me dit « Oh !» C'est ma mère, l'esprit de ma mère qui me dit « Oh Alain, tu es arrivé à Morlaix, à l'hôpital de Morlaix, t'as monté les marches 4 à 4, tu es arrivé comme un fou dans... l'hôpital, tu es arrivé comme un fou tu es arrivé dans la chambre et tu m'as parlé et elle pouvait pas me répondre, elle était dans le coma. Tu as pris ma main, tu m'as écrasé la main. Oh mon Dieu, mais tu m'as écrasé la main. Mais tu sais, j'étais parti avant mon corps.
Alors il se trouve, ça m'a marqué parce que quand j'ai appris que ma mère avait eu un AVC, j'ai effectivement foncé à l'hôpital de Morlaix, j'ai grimpé les marches 4 à 4 ou 8 par 8 peut-être même. Et je suis arrivé dans la chambre et je vois ma mère allongée sur le lit. Et je dis maman, maman. Et elle me répond pas. Le médecin derrière, qui n'était pas très sympa, curieusement, me dit ça sert à rien, vous entend plus. Je sais très bien que quand on est dans le coma, on peut percevoir des choses, on peut entendre sans les oreilles, voir sans les yeux. Et j'ai pas répondu au médecin et je dis maman, maman. J'espérais bêtement un signe, bêtement. Hein. Et à un moment, je savais plus quoi faire. Je lui ai pris sa main et je lui ai écrasé sa main de toutes mes forces. Je lui ai dit maman, maman. Et elle n'a pas répondu. Elle est partie quelques heures plus tard. Et donc 1 an et demi après, l'esprit de ma mère me raconte cette anecdote. C'était incroyable. Et tout de suite après, le médium me dit, je voyais qu'il avait du mal à faire ses phrases. Il me dit Tol, Tol, Tol. Je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Tol, 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 Tolé. Je suis Tolé, c'est mon village. Évidemment, il savait pas où j'habitais ni rien de moi. Et il me dit Tolé, Alain, retourne dans la maison de Tolé. Je sais que tu veux plus y mettre les pieds. On a été heureux dans cette maison. Retourne dans la maison de Tolé. Qui au monde savait que je voulais plus mettre les pieds dans cette personne? Et comment vous est venue l'idée de faire appel à un médium? C'était une chose à laquelle vous croyez? Je me disais, c'est pas possible. Ma mère qui, tout d'un coup, s'éteint, enfin son corps en tout cas. Je me dis, c'est pas possible. J'avais envie d'avoir une preuve de survie. Ça a été ma première expérience médiumnique, on va dire. J'en ai eu d'autres parce que ça m'a tellement passionné. J'ai vu 2 autres médiums. Je consulte plus en médiumnité parce que j'ai eu la preuve que quand on meurt, je pense qu'il n'y a que le corps qui meurt. La conscience survit. C'est certain, quand la conscience n'est pas logée dans le cerveau. Pendant qu'on est en vie, je pense que la conscience est dans le cerveau, une sorte d'abri matériel. Et quand on meurt, je pense que la conscience continue, mais dans une sorte d'abri immatériel qui est l'âme. En tout cas, je suis sûr et certain que la mort ne veut pas dire le chaos, le néant, non. La conscience continue. Et j'en ai eu les preuves, là je vous donne 2 exemples, mais j'en ai eu des dizaines, tous aussi bluffants les uns les autres. Oui, il y a eu aussi la simultanéité de 2 événements. Un jour, vous prenez un livre dans une bibliothèque et au même moment, l'auteur vous envoie un SMS. Oui, j'ai eu. Alors tout de suite, quelques mois ou quelques semaines après le départ de ma mère, j'ai vécu ce qu'on appelle des synchronicités. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai eu des tas d'exemples de synchronicités, tous aussi bluffants les uns les autres, effectivement. Et il faudrait d'ailleurs en parler un jour à Trina Magdine et Alexandre Dolovan qui animent tous les jours une émission, c'est votre avenir, de médiumnité à Sud Radio. Je suis sûr que une discussion avec eux je serais ravi. J'organiserai ça. Alors, vous avez aussi une autre qualité très rare, c'est-à-dire que au lieu de réinvestir vos bénéfices pour des actionnaires, Alain Cauchant, vous avez toujours donné à des œuvres, vous avez créé une fondation au bout de 10 ans. Oui, disons que dès le départ, en fait, je me disais, si je me lance, dès le premier jour, on donnera une partie de ce qu'on gagne pour autre chose que de vendre un sandwich et prendre 5 €. Je trouvais qu'il fallait un 3e geste. Et dès le départ, dès les premiers jours, on a fait quelques projets. Et effectivement, l'année des 10 ans, on a essayé d'officialiser un peu les choses, au moins juridiquement, en créant une fondation sous l'égide de la Fondation de France qui s'appelle Nourrir et Donner. Voilà. Et vous avez commencé, il y a eu le Sri Lanka, il y a eu Calcutta. Calcutta, où Dominique Lapierre et Larry Collins avaient été les pionniers avec un livre, La Cité de la Joie, qui avait permis de découvrir la Mère Teresa, qui s'était vendue dans 30 pays. Et vous, à Calcutta, vous avez créé une biscuiterie, Alain Cauchant. Oui, disons que j'étais parti à Calcutta sans projet. Je prenais peu de vacances parce que je travaillais beaucoup. Et un jour, je me dis, bon, merde, j'ai le droit de prendre quelques jours de vacances. Et j'ai pris 10-15 jours et je suis parti en Inde, en tout cas à Calcutta, une ville que je ne connaissais pas en Inde du tout. Et j'ai le hasard de la vie fait que j'ai fait 2 rencontres majeures. Un petit gars formidable qui était un peu une sorte de petit guide dans les slums. Et puis un Anglais qui a créé une sorte d'orphelinat là-bas. Et le dernier soir, je dîne avec cet Anglais, parce que j'avais passé du temps dans ce foyer, où il y avait une quinzaine de garçons, et tous handicapés, physiques, certains mentaux, et tous sourds-muets, sauf un qui n'était pas sourd-muet, mais ils étaient tous sourds-muets. J'ai passé 15 jours avec eux, et il y avait j'étais frappé de les voir si gentils, adorables les uns avec les autres, etc. Je me dis, mais
quel amour il y a dans ce foyer, c'est incroyable. Et le dernier soir, je dîne avec ce fameux David, là, qui a créé ce foyer, et je le félicite, et il me dit, oui, c'est vrai, merci, mais tu sais, il me dit, je suis quand même un peu emmerdé, parce que je suis pas encore trop vieux, mais qu'est-ce qui se passerait si j'étais plus là? Parce qu'ils n'ont jamais été à l'école, ils sont handicapés, sourds-muets, ils n'ont aucune formation, et j'étais tellement heureux à Calcutta, je lui ai dit, oh, t'inquiète pas, je vais revenir avec une idée, j'étais tellement heureux. Et le lendemain matin, avant de prendre l'avion, je vais voir les gamins pour leur dire au revoir, et je faisais ça comme ça, enfin, ils me faisaient ça, hop, la Tour Eiffel, oui. L'avion, Tour Eiffel, je dis, oui, je pars bien, je pars. Et on était en rond, parce que là-bas, il y a ni chaise ni table, on est allongé ou assis par terre, c'est étonnant, mais il y avait ni chaise ni table. Et on était en rond, assis en tailleur, et à se dire des gentils mots, pas par la parole, mais c'était des gentils mots, évidemment, des gentils messages. Et tout d'un coup, il y a une Indienne qui est arrivée, on buvait du thé au lait, ils boivent du thé au lait toute la journée, et qui dépose sur la table une boîte de biscuits. Quand je l'ai vu se pencher et mettre la boîte de biscuits entre nous, tac, tout de suite j'ai eu l'idée, ah ça y est, c'est bon, ça sera une biscuiterie. Et l'idée de la biscuiterie est née en voyant cette Indienne en sari poser une boîte de biscuits, et je suis revenu lancer un atelier de pâtisserie pour les gamins, là. Et ça fait 10 ans. On fait des madeleines, des cakes, des financiers, et depuis peu des traumades, un petit gâteau breton. Voilà. À Calcutta, c'est assez original. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui vous a marqué aussi. Écoutez. Un jour, vous avez décidé, Alain Cogent, d'écrire à Elton John. Oui. Et il vous a répondu. Oui. J'ai toujours aimé Elton John depuis plus de 45 ans. Peut-être que je l'ai, peut-être même plus, presque un demi-siècle, j'écoute Elton John. Et un jour, je me suis dit, tiens, il m'a accompagné quelque part toute ma vie. J'ai écouté ses chansons toute ma vie. Et un jour, j'ai écrit un petit mot. J'avais réussi à avoir son adresse. Il habite à côté de Londres, à 1 heure de Londres, à Woodside. Et je lui envoie une petite lettre, une gentille lettre, une lettre de fan, hein, comme il a dû avoir des dizaines, peut-être des centaines, milliers, en 50 ans forcément. Et puis je lui envoie une petite lettre, j'attendais pas une réponse, mais en moi-même, je l'espérais évidemment, mais bon, j'y pensais même pas. Et 15 jours après, j'ouvre ma boîte aux lettres chez moi, entre les papiers de bande, les PV, tous ces trucs-là, je vois une lettre manuscrite, une enveloppe manuscrite. Je me dis, tiens, Alain Cogent, tel heure du Temple, France, je me dis, tiens. Je l'ouvre, et puis je commence à lire une lettre en anglais. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je lis une lettre sur 2 pages, et je vois la fin, Love Elton. Enfin, une très très gentille lettre. J'étais heureux. Et vous l'avez rencontré à Londres ensuite? Oui, alors, quelques temps après, je travaillais à Londres, j'avais lancé un restaurant à Londres, et il avait organisé, sa fondation avait organisé une soirée, et je m'étais inscrit à la soirée. Je me dis, tiens, la soirée de fondation, j'arrive à cette soirée. C'était très smart, hein, c'était un dîner smart. Et pendant le dîner, il y a une petite nana, une fille de l'organisation qui vient me voir. Et elle me dit, vous êtes Alain Cogent? Je lui dis oui. Elle me dit, quelqu'un veut vous parler. Et je lui dis tout de suite, ah, je connais personne, vraiment. Elle insiste, mais je lui dis encore une deuxième fois, ça doit être une erreur, parce que je connais personne. Et elle insiste. Bon, je me lève, on se faufile de table en table, et puis elle me présente quelqu'un. Elle me dit, vous êtes bien Alain Cogent? Oui. Ne bougez pas, quelqu'un vous veut parler. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est de ce truc? En même temps, je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être Elton. Et je regarde à droite, à gauche, et je vois la première petite nana qui était très gentille, qui était venue me voir. Et je la vois parler dans l'oreille d'Elton, qui se lève et qui vient m'embrasser comme du bon pain. Et il m'a dit un petit mot que j'ai pas dit dans le livre. Il m'a dit, je n'ai pas oublié ta lettre. Fabuleux. Ton courrier ou ta lettre. Oui, fabuleux, très gentil. On a fait des photos et moment merveilleux. J'étais vraiment heureux. J'étais heureux à ce moment-là. Ça m'a fait du bien. Alors, les 20 ans de Cogent, c'est terminé. Vous racontez dans le livre comment ça s'est terminé. Oui. On laisse le soin à celles et ceux qui le liront de le découvrir. Maintenant, l'avenir, c'est autre chose. Vous avez encore plein de projets, je suis sûr. Ah, oui, ça. Alors, en 2 mots, c'était pas simple pour moi de quitter Cogent. J'en rêve encore quasiment tous les soirs. Donc, c'était pas simple de quitter. Pas simple du tout.
Alors, oui, j'aimerais bien repartir sur un projet. Je réfléchis à plusieurs projets là, voilà. en ce moment. Ben, en attendant, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de vous lire. C'est Nourriture Céleste, l'éveil d'un pionnier de la restauration chez Mama. C'est un livre où on apprendra plein de choses sur les entrepreneurs comme vous qui sont devenus si rares. C'est gentil. Merci Alain Cogent et merci d'avoir Jacques. écrit et continuez comme ça. Merci de m'avoir invité. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.